cet atelier marque le lancement d'une série intitulée « De l'eau pour tous », car l'eau est une ressource essentielle à toute forme de vie et l'eau potable propre est absolument vitale pour les êtres humains. Cependant, elle se trouve énormément menacée par différents facteurs, notamment l'exploitation sans scrupule des ressources naturelles, l'utilisation parfois abusive des écosystèmes qui sont détournés pour des voies de communication ou pour produire de l'énergie. Tout ceci ayant pour conséquence qu'aujourd'hui encore, 2,2 milliards de personnes n'ont pas suffisamment accès à l'eau potable. Cela représente un tiers de l'humanité, c'est absolument effarant. Il faut savoir que les groupes de population pauvres et exclus sont majoritairement touchés ou concernés par le manque d'accès à l'eau, notamment les populations indigènes, les femmes, dans la population urbaine notamment, et les petites communautés paysannes. Selon les recherches, ce sont 2 millions de personnes chaque année qui décèdent suite à un manque d'accès à l'eau potable et aux sanitaires. Ce sont donc des décès qui pourraient être évités. De nombreux pays connaissent de plus en plus de situations de stress hydrique, c'est-à-dire que leurs ressources en eau sont plus utilisées et plus polluées que ne le permet leur régénération naturelle. Depuis 100 ans, la consommation mondiale d'eau a été multipliée par 6 et continue de croître d'1% par an, à savoir 2 fois plus vite que la croissance démographique. L'OCDE, l'Organisation des pays industrialisés, émet le pronostic que le besoin en eau de l'industrie connaîtra entre l'an 2000 et l'an 2050 une hausse de 400%. L'Institut des ressources mondiales a calculé qu'en l'an 2030, le monde connaîtrait un déficit d'eau douce de 40%. 2030, ce n'est pas si loin, et 40% donc si aucune mesure n'est prise pour contrecarrer ceci. En Allemagne également, la situation est préoccupante, car aucun des bassins et cours d'eau superficiels ne connaissent une bonne situation chimique et seuls 8% de ces cours d'eau superficiels sont en bon état écologique. C'est une situation alarmante et notre série d'ateliers vise justement à souligner cette situation et à attirer l'attention dessus. Nous souhaitons également appuyer la décennie des Nations Unies pour l'eau et diffuser les connaissances au sujet des objectifs de durabilité de l'agenda 2030 pour le développement durable. Aujourd'hui, au cours de ce premier atelier, nous nous intéresserons à la question de l'eau en zone rurale. L'eau potable est produite avant tout en zone rurale grâce aux eaux de surface, aux eaux souterraines et aux nappes phréatiques, grâce aux rivières et aux lacs. Cette eau est également transférée en zone urbaine pour approvisionner les villes. La majeure partie de l'eau potable est utilisée pour l'agriculture, environ 70%. Les cultures vivrières et la disponibilité de l'eau douce sont très liées. Cela signifie que l'agriculture a une responsabilité particulière concernant la gestion de cette ressource précieuse. Quelques données. La consommation en eau de l'agriculture a été multipliée par 3 au cours des 50 dernières années et 2 tiers est utilisée pour irriguer les zones agricoles, notamment avant tout pour des méthodes de culture industrielle, donc de larges monocultures qui sont destinées pour la majorité à la production de viande. Environ 70% des surfaces agricoles mondiales sont utilisées pour la production de viande. Sur 40% de ces surfaces, on produit des fourrages, avant tout du soja. L'eau qui n'est pas absorbée par les plantes s'évapore ou s'infiltre dans le sol, ce qui entraîne une pollution des eaux de rivière et des nappes phréatiques. À l'heure actuelle, 40% des zones agricoles sont irriguées grâce aux eaux souterraines et elles sont consacrées à 13% à la production d'aliments. D'environ 15% des cas, cette irrigation n'est pas durable.
Il y a toutefois là des différences régionales importantes, puisqu'en Afrique, seul 1% des surfaces agricoles sont irriguées grâce aux eaux souterraines, contre 14% en Asie. D'après la FAO, 800 millions d'hectares sont touchés par de fortes sécheresses. Par le biais de la production agroalimentaire industrielle, cette eau est également transférée de manière virtuelle vers les pays du Nord et soutirée donc aux pays du Sud. Les accords internationaux de libre-échange favorisent ce transfert d'eau qui entraîne un manque d'eau pour les populations locales des pays producteurs. L'Allemagne et l'Europe de l'Ouest bénéficient de ce transfert de l'eau virtuelle. Cette eau se retrouve non seulement dans nos aliments, mais également dans les agrocarburants, les vêtements en coton et le bioplastique. Or, l'accès à l'eau potable est un droit humain. Cela signifie que l'approvisionnement des personnes en eau doit être la priorité avant que les entreprises aient accès à cette eau. L'eau douce doit être tout d'abord disponible pour les personnes, doit être accessible et potable. Cela concerne également les petits paysans qui mènent une agriculture avant tout de subsistance. Étant donné que nombre de petites communautés de paysans dans de nombreux pays, en Ouganda, en Zambie, au Paraguay et au Brésil, sont refoulés par de vastes monocultures, les Nations Unies ont adopté fin 2018 la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ils ont donc ainsi ancré dans l'article 21 le droit humain à l'eau. L'approvisionnement en eau des personnes fait également partie des 17 objectifs de développement durable. On constate que dans l'agriculture, au sein de l'agriculture, on parle de plus en plus de l'agroécologie. Il s'agit d'une approche qui combine la culture écologique, la souveraineté alimentaire et le droit à une alimentation adaptée. Parmi ces principes, on trouve la conservation de la fertilité des sols, le cycle terre, plantes, animales et hommes, ainsi que le refus de l'utilisation des engrais minéraux et des pesticides. Que comprend cette approche de l'agroécologie et quelle contribution peut-elle apporter? Qu'est-ce qui doit se produire pour assurer que le droit humain à l'eau soit garanti, notamment pour les groupes de population discriminés en zone rurale, tels que les peuples autochtones, les femmes, les communautés de petits paysans? Et comment peut-on faire en sorte que suffisamment d'aliments soient produits pour la population mondiale? Comment peut-on également intégrer ces groupes de population au processus politique? Quelles sont les solutions que l'on trouve dans le domaine agricole? Quels sont les modèles agricoles qui sont subventionnés par la coopération au développement allemande étatique et pourquoi? Honore-t-elle ces engagements en termes de droits humains? Oui. Effectivement, c'est un sujet complexe qui a des dimensions juridiques, sociales et écologiques. Nous allons donc écouter 3 interventions de nos intervenants. Vous pourrez poser des questions de compréhension immédiatement après les présentations. Et après ces 3 présentations, nous aurons un temps d'échange avec vous, avec le public. Et je chausserai la casquette d'avocate du public et c'est moi qui donc transmettrai vos questions aux intervenants. Marie von Schlieben posera également les questions des organisateurs à nos intervenants. Enfin, pour conclure, nous poserons à nos invités des questions quant aux perspectives et questions que nous leur avons déjà communiquées en amont de cette réunion. Pour commencer, nous accueillons Antonio Andreoli, professeur. Antonio, tu es professeur dans le cursus de master agroécologie et développement rural durable à l'Université Fronteira Sul à Santa Catarina, au sud du Brésil. Tu as, depuis 2009, participé à la fondation et à la construction de ce cursus de master. Tu te qualifies de philosophe issu d'un parcours multidisciplinaire.
C'est également en Allemagne que tu as mené des recherches au sein de l'université d'Osnabrück, le sujet étant soja biologique contre soja génétiquement modifié, et c'était l'objet de ton doctorat. En tant qu'expert des coopératives, tu te penches sur les conséquences de la culture, conséquences sociales et écologiques du soja OGM sur les agriculteurs brésiliens. Et entre 2011 et 2017, tu as été membre de la Commission brésilienne nationale sur la biosécurité. À la fin du mois de juin, la Fédération protection de la nature de Bavière t'a remis le prix protection de la nature 2020 pour ton engagement de longue date en faveur de l'agriculture sans OGM et la protection des petits paysans et des indigènes. Plusieurs ouvrages à ton actif. Le dernier, paru l'an dernier, est intitulé Le Brésil entre espoir et illusion, publié aux éditions Ecomferlac. Et le lien vers cet ouvrage s'affiche dans un instant dans le chat, c'est Ramona qui va le saisir, afin que vous puissiez éventuellement consulter cette source. Antonio, donc nous sommes très heureux de ta présence à nos côtés, que tu aies pu prendre le temps de nous rejoindre. Et en fait, aucun pays du monde ne ressent de manière aussi claire et impitoyable que le Brésil les conséquences de l'industrialisation et la mondialisation de la politique agricole. Et je cite donc l'atlas de la forêt amazonienne de la fondation Heinrich Böll qui dit qu'entre 2006 et 2017, donc cette forêt amazonienne et la savane Cerrado du Brésil, qui est donc une forêt essentielle du fait de sa biodiversité, a subi une déforestation à hauteur de 220 000 km². Cela représente plus de 60% de la superficie de l'Allemagne. C'est une superficie, selon moi, absolument inimaginable. La question donc que je te pose. Cette déforestation massive, quelles sont ses conséquences pour l'équilibre hydrique et écologique et pour l'approvisionnement en eau des habitantes et habitants de ces régions? Bonjour, bonjour à tous. J'espère que la technique fonctionne bien. Je suis plutôt technophobe en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à me fier à la technique. Et pour commencer et répondre à cette question, je citerai Ricardo Rambin, qui est célèbre dans le monde entier pour avoir élevé la voix, avertissant que la déforestation progresse au Brésil et que ceci a des conséquences catastrophiques, notamment sur les agricultures, puisque l'Amazone est responsable de ce que l'on appelle l'évapotranspiration. C'est un phénomène, le phénomène suivant. Ce sont les arbres qui, en fait, absorbent, injectent l'eau dans l'air et que les vents de l'Atlantique transportent cet air humide jusqu'aux Andes, qui ensuite redescend jusqu'à la partie occidentale et au sud du Brésil pour se transformer en précipitation. Autrement dit, cette déforestation entraîne également des sécheresses et donc une diminution de l'accès à l'eau, de l'eau disponible. Je n'aborderai pas la question de la biodiversité, de la diversité écologique. C'est essentiel, notamment pour le réchauffement mondial. C'est essentiel également pour la question du CO2 et notamment le stockage du CO2 dans la biomasse. Cependant, je peux dire que nous avons 20% de déforestation en Amazonie. Et si l'on projette donc les potentialités d'ici la fin du gouvernement à l'heure actuelle au pouvoir, ce seront 72% de déforestation d'ici 2028. Quelles sont les conséquences pour l'écosystème brésilien dans son entier? On part du principe qu'à partir de 25% de déforestation, on peut assister à un effondrement de l'écosystème brésilien. Au-dessus de 33%, nous avons la totalité du territoire qui se transforme en une savane immense. C'est la catastrophe imminente qui se présente à nous et nous voyons que peu de choses ont changé. Si l'on voit qu'en 2020,
aujourd'hui, donc après la libération de Ricardo Calzone, nous avons 10 000 km² de déboisement qui ont été opérés donc en 2020. L'accord de Paris, conclu en 2015, prévoyait un maximum de 3 900 km² de déboisement. Donc nous avons eu, au cours de la seule année qui s'est écoulée, plus de 3 fois plus que l'objectif maximal fixé par l'accord de Paris. La question du droit à l'eau, il s'agit d'un droit humain et de point de vue brésilien, l'eau est en fait également, l'accès à l'eau, c'est également partie du droit humain à l'alimentation. Donc il s'agit de l'accès à l'eau potable, l'accès à l'eau propre, mais également l'accès à l'eau qui permet de produire des denrées alimentaires. En 2017, ce sont 68 millions de tonnes de soja qui ont été exportées par le pays. Et pour produire ces 68 millions de tonnes, il faut 150 milliards de mètres cubes d'eau. Donc 220 litres d'eau nécessaires pour une tonne de production de soja. Si vous convertissez, vous voyez les milliards de litres d'eau potable, 150 milliards de mètres cubes pour produire 68 000 tonnes de soja exportées vers l'Europe et la Chine. Ceci serait suffisant. C'est la quantité d'eau potable qui serait suffisante pour approvisionner 3 milliards de personnes. Et nous savons, tu l'as dit, Gertrude, dans ton intervention, que 2,3 millions de personnes n'ont pas suffisamment accès à l'eau potable. Donc, la seule exportation de soja de notre pays en 2017 représente l'équivalent de l'eau nécessaire pour 2 milliards de personnes dans le monde. Cela signifie que le soja est une source de privation d'eau, captation d'eau. Nous exportons également de l'eau. Donc, 12% des ressources sont au Brésil, dont 70% dans le nord, là où se situe l'Amazonie. Et 16% de notre population, donc 35 millions de personnes, n'ont pas accès à l'eau potable, à cette eau courante, n'est-ce pas? Notamment dans les zones rurales, 72% de la population n'a pas accès à de l'eau courante. La plupart du temps, l'accès à l'eau se fait sous la forme de puits ou d'autres réservoirs de stockage de l'eau, d'après les chiffres officiels. Donc 37% de notre population, c'est important, concernant l'accès aux sanitaires. 75 millions de personnes au Brésil n'ont pas accès aux équipements sanitaires. Et donc, nous sommes optimistes et avons un programme essentiel au Brésil, puisqu'à partir de l'année 2003, nous avons lancé un programme de construction de citernes, notamment au nord-est, où les sécheresses sont nombreuses. Ça ne veut pas dire que c'est une zone où il ne pleut pas. Le problème, c'est que cette eau pluviale est mal répartie sur l'année et qu'il est donc très important pour nous de pouvoir stocker cette eau. Donc, jusqu'en 2014, c'est 1,3 million de familles qui ont été dotées ou pourvues en citernes. C'est extrêmement important. Ce chiffre, 1,3 million de familles dotées en l'espace de 11 ans, entre 2003 et 2014. Comparé à l'an 2019, donc l'an dernier, 8,3 000 citernes et sur la phase précédente, 30 000 citernes. Cela fait 80% de moins. Ce programme d'équipement en citernes est également lié au programme Un monde dénué de faim. Il s'agit de mettre sur pied des systèmes permettant non seulement l'approvisionnement en eau potable, mais également
de leur donner la possibilité de produire davantage eux-mêmes leur alimentation. Cela signifie que ce sont 350 000 familles qui attendent en fait la construction de ces citernes, et 8 000 d'entre elles devraient être construites pour l'agriculture familiale, pour la petite agriculture paysanne au Brésil. Nous avons eu donc une diminution de ce programme ces dernières années, et quand on voit l'importance qu'il avait, notamment l'intégration dans ce programme du programme des repas scolaires, à savoir la possibilité de produire des repas sains et de qualité pour tout le pays, nous voyons que c'est un programme qui avait également un rôle essentiel dans la lutte contre la désertification croissante dans le nord-est du pays. Le nord-est connaît 30% d'avancée de la désertification. La mortalité infantile a reculé, et notamment celle qui est liée aux cas de dysenterie qui sont eux-mêmes liés à l'eau. Donc les enfants de 0 à 4 ans, nous avons pu mesurer que la mortalité infantile a diminué de 19% depuis le lancement en 2 ans de ce programme. Depuis 9 ans que ce programme existe, la mortalité infantile a diminué de 69%, donc près de 70% de mortalité infantile en moins, c'est très important. Que dire alors, à l'heure où ces programmes sont supprimés et au bénéfice des monocultures, qui, elles, sont responsables de la contamination de l'eau par les pesticides? Ce sont les chiffres officiels du ministère de la Santé avancent, et cela a été cartographié, qu'il y a une utilisation des pesticides, donc répertoriés, cartographiés, et de la contamination de l'eau par les pesticides. C'est cela dont je vais vous parler à présent. En Brésil, ce sont 27 sortes de pesticides différents qui sont décelés par les mesures. Pas immense, je sais, il y a une revendication qui dit qu'il faudrait mener des recherches sur l'existence de 37 pesticides différents. Ceci vise simplement à vous dire que sous notre gouvernement, l'an passé, ce sont 196 pesticides qui ont été homologués. Mais les recherches officielles n'essayent de n'en déceler que 27. Donc, 25% des collectivités locales qui ont procédé à ces mesures de détection ont trouvé ces 27 pesticides. Donc, c'est dans 1396 communes que des traces de ces pesticides ont été décelées. Près de 3000 communes restantes n'ont pas effectué ces recherches. Sur ces 27 pesticides décelés, il y en a 15, même 16, qui sont extrêmement dangereux et dont les liens sont avérés avec la constitution de cancers, de malformations et de problèmes de fertilité. Donc, nous avons 10 capitales qui sont touchées, dans lesquelles ont été décelés, 10 capitales régionales dans lesquelles ont été décelés ces 27 pesticides. L'étude menée entre 2014 et 2017 a donné les résultats suivants. Pour 2014, 65% des études ont décelé des traces. En 2015, 84% et en 2000, 88%. Pour l'année 2017, c'était 92% d'études de détection qui ont été positives. On assiste également à un cocktail de pesticides. Le fait que ces 27 soient décelés est problématique, non pas seulement parce que de manière isolée, chacune de ces composantes est nocive, mais également parce que le cocktail, le mélange, n'a pas encore fait l'objet de recherche, mais peut donner naissance à la constitution de nouvelles substances. Et nous savons que 44% des pesticides employés au Brésil ne sont pas autorisés dans l'Union européenne. Et voici les problèmes des valeurs seuil. Par exemple, le glyphosate. Chez nous, les seuils autorisés sont 5000 fois supérieurs au seuil de présence du glyphosate dans l'eau autorisé dans l'Union européenne. Donc chez nous,
Ce sont 500 microgrammes qui sont autorisés, donc 5000 fois plus que les valeurs seuils autorisées dans l'Union européenne. Voici pour vous dépeindre le tableau de la contamination au Brésil. Excusez si j'anticipe désormais sur les questions qui seront posées plus tard. Aucun problème. Tu abonderais effectivement dans le sens de David Boy, rapporteur spécial des Nations Unies, qui déclare que les pays industriels sont responsables de la pollution de l'environnement, qu'ils exportent quasiment la pollution de l'environnement par l'eau dans les pays du Sud. Oui, effectivement, c'est bien le cas. Et j'ajouterais que ceci est le cas non seulement pour la culture du soja, mais également que les régions qui ont la région qui a le plus grand problème de contamination de l'eau par les pesticides, c'est Sao Paulo, où nous avons une production de sucre qui est très fort. Et j'en viens à l'accord Mercosur entre l'UE, l'accord entre le Mercosur et l'UE, qui effectivement est à l'origine de cette problématique. Merci beaucoup. Je pense que cela nous a donné une vue de grand angle sur ce sujet d'une grande complexité au Brésil et nous reviendrons certainement au cours de notre débat par la suite sur certains points que tu as évoqués. Merci beaucoup, Antonio. Et je donne désormais la parole à Marie. Donc, visiblement, il n'y a pas de questions de compréhension de la part du public. Nous pourrons revenir plus tard sur les questions de contenu. Donc, désormais, nous allons entendre la présentation de Mariam Sow. Elle est présidente du conseil d'administration du réseau ENDA Tiers-Monde et elle est directrice de l'ONG ENDA Pronat qui s'engage pour l'agriculture durable et la souveraineté alimentaire au Sénégal. Mariam vient d'un village dans le nord du Sénégal et elle a travaillé pendant 13 ans comme animatrice sur le terrain en coopération étroite avec les communautés. Depuis 24 ans, elle dirige ENDA Pronat et s'engage pour le droit à l'alimentation, à l'eau et à la terre sur le terrain au Sénégal et également à l'échelle internationale dans le cadre de conférences et de réseaux politiques. ENDA Pronat travaille depuis 2001 avec le Weltfriedendienst. Merci beaucoup, Mariam, de nous accorder ton temps aujourd'hui. Nous avons déjà entendu quelques informations concernant la situation en Amérique latine et au Brésil. Quelle est la situation à l'heure actuelle au Sénégal concernant la disponibilité de l'eau et l'accès à l'eau en zone rurale et quelles sont les mesures que met en place ENDA Pronat afin de soutenir ces communautés rurales. Mariam? Oui, Mariam? merci Marie. Oui, je t'entends. Bon, merci Marie de me donner l'opportunité aujourd'hui de partager avec cet important public de ce que nous vivons ici au Sénégal en matière de l'eau. Le Sénégal fait partie des pays du Sahel dont la principale caractéristique est le manque d'eau et de la végétation. Cette caractéristique désertique a fini par être considérée certainement par une partie de la communauté que oui, c'est naturel, c'est normal. Et ainsi, ils n'ont pas aussi très bien compris que cette situation, effectivement, il y a les aléas climatiques, mais elle se crée aussi avec des faits dans certaines conditions. Certes, c'est les aléas climatiques avec la sécheresse, la désertification, accélèrent l'avancée du désert, mais nous ne pouvons pas occulter les conséquences des pratiques humaines telles que les modes de production, tels que la mauvaise gouvernance des ressources naturelles, les activités
industrielle extractive des multinationales dans un contexte d'augmentation de la population. Tous ces phénomènes n'ont pas laissé le milieu agricole indemne et ont fortement été affectés de la disponibilité de l'eau, mais aussi de sa qualité. Et pourtant, les ressources en eau sont assez importantes au Sénégal, qu'elles soient souterraines, mais aussi par l'existence des fleuves, mais les exploitations familiales aujourd'hui souffrent de ce manque d'eau. Et aussi des coûts. Il y a non seulement manque d'eau, mais aussi il y a les coûts. Dans les zones irriguées, aujourd'hui, nous constatons plusieurs implantations. Donc, c'est tout au long de la vallée du fleuve Sénégal et au niveau de la basse de la Casamance, on constate de plus en plus l'installation des agrobusiness qui, quand même, vraiment utilisent l'eau avec une forte consommation, et ce qui n'est pas sans préjudice aux populations. Nous avons aussi constaté la privatisation, la marchandisation de cette ressource fortement, de la même manière que les terres, bien sûr, et l'eau, parce que c'est deux éléments indissociables dans notre vie, dans la vie des communautés. Les droits des communautés locales se trouvent fortement menacés. Et c'est dans ce sens que cette situation a attiré l'attention de notre organisation, donc le ENDA Tiers-Monde, et qui a mis en place cette équipe d'ENDA Pronat qui est depuis les années 81 pour vraiment essayer de voir un peu ce qu'il peut faire. Et c'est ainsi qu'ENDA Pronat s'est lancé dans une démarche de recherche-action, d'alternatives, et qui nous a permis d'avoir une large compréhension avec les communautés de la problématique de l'eau, de l'agriculture et aussi de l'eau de consommation. Parce que là, comme je l'ai dit, avec la sécheresse, la fuite de la nappe phréatique, l'installation des grosses industries a entraîné aussi une forte salinisation au niveau de la vallée, par exemple, avec les barrages de Diama et de Manantali, et une contamination de l'eau. Donc, il va falloir mettre en place des forages qui ne sont plus à la portée des communautés qui avaient l'habitude de faire leur puits propre à eux et trouver de l'eau potable. Et ces forages coûtent de l'argent, leur gestion échappe beaucoup à la population. Cette recherche d'alternatives, donc, nous a permis aussi de comprendre et de disposer des informations qui permettent qu'il faut arriver à changer de pratique. Donc, c'est ce qui justifie notre engagement autour de l'agroécologie, toujours avec les communautés, avec des systèmes qui aident non seulement à remettre à la terre pour des capacités pour conserver de l'eau, mais aussi à installer des moyens qui atténuent la consommation de l'eau au sein de ces communautés. Donc, dans ce système-là, assez diversifié, nous avons aussi à mener avec les communautés la réhabilitation des cours d'eau, donc des cours d'eau qui étaient là de façon naturelle et qui ont été bousillés par les barrages que nous sommes en train de réhabiliter. Nous travaillons beaucoup aussi sur la régénération spontanée des plantes, toujours pour sécuriser l'eau pour l'agriculture des communautés locales. Il est certain que cette gouvernance de l'eau pourrait trouver son efficacité et sa durabilité que si les autorités l'intègrent dans les politiques nationales. Mais les politiques institutionnelles
internationales doivent arrêter aussi leurs contradictions, c'est-à-dire penser que ce système capitaliste est la meilleure solution pour apporter, en tout cas, une souveraineté en nourriture à notre communauté. Donc, ça ne marche pas. Et ainsi, donc, Enda Pronat, face à ce phénomène, a impliqué les populations fortement dans des actions de plaidoyer. Les données sur la disponibilité de l'eau et de la productivité sont assez anciennes, mais nous avons quand même eu qu'aujourd'hui, les exploitations des industriels consomment plus de 60% de l'eau au Sénégal. Donc, cela veut dire qu'il faut arriver à trouver des solutions appropriées à cela. Et c'est à ce niveau que nous sommes convaincus que la première solution qui est à la portée des communautés, c'est l'agroécologie. Et cette agroécologie, avec la dynamique de Enda Pronat sur le terrain, avec la recherche, avec d'autres ONG, cette vision se développe, elle s'agrandit de plus en plus. Plus maintenant, tout ce qui est là en tant que pression pour constater aujourd'hui que le monde souffre à cause de ces changements et que l'agroécologie trouve être la seule alternative pour la souveraineté de nos pays. Et nous espérons aussi que pour arriver aussi à travailler avec ces communautés-là sur la gouvernance de l'eau, il faut aussi étudier encore avec eux davantage pour qu'elles puissent aussi comprendre, en tout cas, quelle est la situation de l'eau, quels sont les changements et approfondir davantage en quoi les politiques nationales et internationales influencent-elles cette disponibilité de l'eau, en quoi pourront-elles aussi se préparer en continuant leurs alternatives autour de l'agroécologie, mais porter un plaidoyer, renforcer les capacités de population pour vraiment mener ce combat-là vis-à-vis des décideurs politiques et vis-à-vis aussi des politiques nationales et des politiques internationaux. Et nous avons démarré une étude sur l'eau au Sénégal et nous espérons pouvoir présenter les résultats lors du sommet mondial sur l'eau. Voilà un peu la situation que je voulais partager avec vous au Sénégal et certaines questions aussi, peut-être que je pourrais les développer dans les détails, au niveau des questions. Certains détails, je les développerai dans les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam. Nous aurons le temps tout à l'heure de répondre aux questions. Tu l'as déjà dit, il faut se concentrer sur la question de la sensibilisation et de la mobilisation des communautés dont le droit à l'eau est violé. Comment est-ce qu'on peut renforcer ces communautés et comment peut-on garantir qu'elles soient plus impliquées dans les processus politiques ou qu'elles soient impliquées dans les processus politiques? Voilà. Merci Marie de cette question. Peut-être que tu peux répondre très rapidement et présenter ce que fait Enda Pronat justement par rapport à ces questions. Pour répondre à cette question, comme je vous ai dit dans notre démarche de l'agroécologie, nous avons réussi à mettre tous les acteurs autour de l'agroécologie ensemble autour d'un cadre de réflexion, autour d'un cadre d'une dynamique stratégique qui s'appelle la DITAES, donc dynamique nationale pour l'agroécologie au Sénégal. Et cette DITAES, depuis 2 ans, est en train de réfléchir sur la question globale autour de l'agroécologie, donc au centre de même que le foncier, avec les résultats scientifiques pour présenter un document, je dis, de contribution
à la vision agroécologique de nos gouvernants dès l'instant que notre président de la République a dit que dans son quinquennat, il fait de l'agroécologie sa priorité. Donc, nous avons sauté sur l'opportunité pour remettre à ces autorités politiques, au ministère, en tout cas suite à un atelier international autour de l'agroécologie, pour dire voilà ce que nous pensons. Et nous sommes en train maintenant de continuer à suivre pour la mise en œuvre d'un cadre de dialogue multi-acteurs autour de cette question. Merci beaucoup, Mariam. S'il n'y a pas de questions de compréhension de la part du public, je vais passer la parole à Gertrude. Merci Mariam So pour ces propos très intéressants. C'est vraiment intéressant de savoir quelles sont les nombreuses actions qui sont menées au Sénégal. Nous donnons désormais la parole à Maria Tekulve qui, depuis 2020, est conseillère et travaille comme chargée au sein du ministère sur le développement et l'agroécologie et la coopération, et elle est responsable des questions de développement rural et d'agroécologie. Elle a étudié la géographie, la sociologie et l'agronomie tropicale. Elle a publié son doctorat consacré aux ajustements structurels et à la petite agriculture paysanne dans la province du nord-ouest de Zambie. Son travail de longue date pour la coopération et le développement allemande dans différents pays lui permet d'être forte d'une expertise en politique de développement au niveau bilatéral, de l'Union européenne et au niveau multilatéral. C'est donc une parole de spécialiste tout à fait intéressante pour l'objet qui nous occupe aujourd'hui. Nous sommes très heureux de votre présence aujourd'hui. Et comme nous l'avons dit, et comme l'a déjà dit Antonio Andrioli, l'eau et la production de denrées alimentaires sont intimement liées. Je cite le 15e rapport de politique de développement du gouvernement fédéral qui dit, donc, et qui date de 2017, qui écrit que le mode de production alimentaire adopté à l'avenir sera décisif. Car une hausse de la production agricole mondiale, en conservant les méthodes de culture et de transformation actuelles, accroîtrait nettement l'utilisation des ressources pour l'alimentation, ce qui, d'ici 2025, entraînerait, d'ici 2025 ou avant, une pénurie massive d'eau dans de vastes régions d'Afrique subsaharienne, d'Inde ou d'Amérique centrale. L'assèchement des sols, la destruction à grande échelle des forêts seraient également des conséquences inévitables de cette hausse. Donc, voici ce qui était dit en 2017 et la question: quelles sont les conséquences que le ministère allemand de la coopération et du développement tire pour l'orientation de sa politique de promotion de l'agriculture et du développement rural? Merci. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Très bien. Je n'ai que 7 minutes, donc je m'efforcerai de respecter le temps qui m'est imparti pour répondre le plus directement possible à votre question. J'abonde dans votre sens. Il doit être bien clair que les modes de production que nous avons connus jusqu'à présent et les modes de vie que nous avons connus jusqu'à présent, eh bien, nous ne saurions poursuivre sur la même voie. C'est aujourd'hui, je pense, un constat partagé par, sinon par tous, par nous en tout cas, et qui a également été confirmé par les interventions précédentes. Donc effectivement, la citation aujourd'hui, 3 ans après, est plus pertinente encore qu'en 2017. Et nous savons que l'importance de la question de la biodiversité, de la diversité des pratiques est de plus en plus importante. J'espère que notre ministère promeut les démarches durables depuis bien plus longtemps que depuis 2017. L'une des approches, puisque je ne suis que l'une des nombreuses personnes qui travaillent dans ce département,
Et l'une des nombreuses approches que nous représentons, c'est l'agroécologie et les approches innovantes. C'est ainsi que le Comité mondial pour l'alimentation a cité ces pratiques dans un rapport tout à fait intéressant. Ce concept d'agroécologie, c'est notamment Myriam du Sénégal, mais également de nombreuses autres personnes qui l'ont repris à leur compte, et c'est pourquoi je suis très heureuse d'entendre que les intervenants ici sont déjà familiers de ces concepts. Cette présentation a pour vocation de vous décrire la situation actuelle, qui n'est pas différente de ce qu'ont déjà dit les autres intervenants. Je n'ai que peu de choses à ajouter, sinon que nous avons déjà franchi les limites, atteint les seuils, et le ministère de la Coopération économique et du Développement est d'avis qu'il y a à l'heure actuelle une certaine forme d'impulsion politique, une disposition à changer la situation. Quels sont les champs sur lesquels nous travaillons actuellement? Ce sera le deuxième objet. Et enfin, pour conclure, j'aurai une question à adresser au public et à vous tous. Page suivante. J'ai ici tenté de rassembler quelques prises de vue. Ce sont des photos privées de différents moments de ma carrière qui illustrent différents systèmes alimentaires ou différents éléments de systèmes alimentaires. J'aurais pu sélectionner d'autres photos. À gauche, vous voyez en 1990 une culture en champ avec du manioc et une jeune femme qui présente avec fierté le résultat de ses cultures et de sa récolte. C'est donc quelque part un instantané. Une prise de vue suivante, 2012 à Accra, on voit, et c'est tout à fait stupéfiant, des sacs de riz de très grande taille qui sont tous issus d'Asie, du Thaïlande, du Vietnam, d'Indonésie, donc du riz importé, alors que nous savons que le riz est l'une des denrées alimentaires de base. La photo en dessous, c'est le delta du Thanjavur, dans le sud de l'Inde, où ce que l'on appelait à l'époque la Révolution verte était en cours. Et enfin, une prise de vue de ma terre natale, la Westphalie, où nous voyons que c'est un terrain de culture de patates et que cette culture aujourd'hui est développée à grande échelle avec une pratique d'irrigation intensive, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, voici pour ces quelques prises de vue, nous y reviendrons sans doute par la suite. Comment travaillons-nous? Sur quoi travaillons-nous? Au sein de ce ministère, nous appuyons sur des directives politiques et nous commanditons leur mise en œuvre concrète, leur application. C'est également le cas dans le domaine de l'agroécologie comme dans d'autres. Les acteurs sont extrêmement nombreux. J'ai eu véritablement du pain sur la planche pour rassembler la totalité de ces acteurs. Je ne saurais vous en présenter une illustration, mais simplement vous donner quelques lignes directrices au sein du Parlement du Bundestag allemand, ce qui est probablement une exception mondiale. Nous avons en 2019 adopté une décision stipulant que le potentiel de l'agroécologie devait faire l'objet de davantage de soutien. Donc nous faisons rapport au Bundestag régulièrement de l'avancement de cette promotion de l'agroécologie. J'ai également ce rapport que j'ai par ailleurs communiqué. Il s'agit des 10 éléments, des 10 principes de l'agroécologie que je trouve tout à fait passionnant pour la simple et bonne raison qu'il
présente une approche globale, complète, holistique, c'est-à-dire qu'ils sortent d'une pensée sectorielle qui se cantonnerait à la seule agriculture et qui s'appuie également sur des valeurs traditionnelles, par exemple les habitudes alimentaires, leur apparition et leur disparition, mais également les questions de gouvernance, le système social, l'organisation de la gouvernance. Donc tous ces éléments sont pris en compte et je souhaite souligner ce rapport pour vous montrer que nous avons à l'heure actuelle un moment qui est en fait une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre au niveau allemand, au niveau de l'Union européenne. Le Comité mondial de l'alimentation également s'est saisi de cette question. Enfin, la chancellerie fédérale, c'est certainement également une exception mondiale, s'est penchée sur le sujet et la société civile joue un rôle tout à fait particulier. Passons à 2 pages plus loin. Nous travaillons dans les pays du Nord, mais également dans les pays dits du Sud. Et pas uniquement dans les pays avec lesquels nous avons des partenariats. Au niveau mondial, c'est notamment notre rôle quant à la formulation de directives politiques, les recommandations du Comité mondial sur l'alimentation concernant l'agroécologie. Cette année est tout à fait particulière puisque mon département a bien souligné que nous assisterons au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, qui met l'accent sur la dimension systémique de l'alimentation. C'est un objectif ambitieux que s'est fixé ce sommet qui aura lieu cette année. Au niveau régional, j'ai parlé du rôle de l'Union africaine, que je pourrais approfondir au moment du débat éventuellement. L'Union africaine a également pris des dispositions sous la forme d'une initiative pour l'agriculture écologique et biologique. Ici en Allemagne, donc pour passer à la dimension nationale, nous avons également du pain sur la planche, puisque nous souhaitons également nous-mêmes apporter notre pierre à l'édifice, notamment pour ce qui est de la consommation de viande et du soja, nous en avons parlé. Nous travaillons sur la stratégie développement durable de l'Allemagne avec mon ministère et je coopère également étroitement avec le séminaire pour le développement rural. Il s'agit donc d'orienter davantage le cursus sur les démarches ou les approches qui sont adoptées dans les pays du Nord. Au Sénégal, donc le travail avec nos pays partenaires. Au Sénégal, nous travaillons en coopération avec l'organisation ENDA Pronat de Mariam. Nous avons des coopérations bilatérales et à l'heure actuelle, nous avons une excellente coopération avec l'Inde qui est déjà entamée. Donc le message que je souhaite porter ici est qu'il est essentiel de travailler sur plusieurs niveaux en même temps, sans quoi on ne saurait avancer. L'agroécologie, c'est un sujet très important. Il s'agit donc de l'exploitation durable. Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, mais nous savons que la crise du coronavirus a lancé un nouvel élan. La consommation mondiale connaît un élan supplémentaire et nos objectifs sont non seulement de façonner un monde dépourvu de faim, mais également un monde qui ne connaît pas la faim et qui respecte les limites de notre planète. Nous le savons, ceci est possible. Nous souhaitons adopter les approches territoriales du développement rural,
Nous souhaitons les renforcer, même si je n'apprécie pas toujours ce concept. Et je reviens sur ces 10 points de l'agroécologie. Cette approche territoriale signifie que nous adoptons un regard complet et que nous ne nous limitons pas à certains secteurs. Et donc, le titre de cette série d'événements, urbain, rural, cours d'eau, est ici pertinent, mais également le fait de bien tenir compte de l'environnement, des êtres humains et de la faune. Donc, en fait, c'est une question culturelle et nous le savons, ces 20 dernières années, notre culture alimentaire a connu de fortes transformations et tous ces éléments composent le tableau du développement rural lorsqu'il est considéré sous cet angle complet. L'agroécologie propose 3 grandes orientations à la manière du Comité mondial sur l'alimentation. Nous avons dans un premier temps la formulation d'objectifs politiques et la fixation de points à l'ordre du jour mondial. C'est très important et ceci se reflète notamment dans le sommet alimentaire mondial, mais également d'autres points. Cette fixation de l'agenda est essentielle et doit être poursuivie. Ensuite, pour ce qui est du niveau bilatéral, quels sont les projets que nous avons? Eh bien, d'abord, faire passer dans les pratiques majoritaires de nombreux projets et diversifier, notamment que le développement rural et l'agriculture fassent partie non seulement des démarches agricoles, mais également économiques. Et bien sûr, la mesure de l'impact. La page suivante, s'il vous plaît, pour souligner en fait un projet bilatéral avec la Banque de développement allemande. Nous avons un projet d'agriculture naturelle d'assez grande ampleur. Page suivante, s'il vous plaît. Par l'intermédiaire de la GIZ, nous finançons un projet qui s'appelle Centre de savoir sur l'agroécologie. C'est un projet ambitieux avec 5 pôles répartis partout en Afrique, comme vous le voyez sur la carte. Donc, vous voyez sur la photo une université en Égypte qui s'intéresse à la question de l'agriculture biologique. Vous voyez ici ma diapositive préférée. Donc, il s'agit des recommandations. Il nous faut chercher des leviers. Donc, je cherche des leviers et des méthodes de mise en œuvre, puisque nous connaissons la nature du problème. Et on sait que la politique et la mise en œuvre est lente et trop lente. Donc, je cherche des leviers pour faire en sorte que les recommandations du CSA soient mises en œuvre. Donc, il faut rendre transparents les véritables coûts et les faire connaître au public. Il y a un bel article qui a été publié dans la revue Weltsichten l'année dernière et les 3 auteurs ont dit que si on réalisait les véritables coûts, cela entraînerait un changement des règles du jeu. Donc, je ne vois plus cette image sur mon écran, mais il ne peut pas s'agir là uniquement d'un exercice intellectuel. Cet exercice ne peut pas rester au sein de nos cercles abstraits, mais il faut justement calculer ces coûts de manière concrète. En France, une étude a été menée qui a constaté que les coûts externes que personne ne voit s'élèvent à 50 milliards d'euros, donc ce n'est pas rien. Donc, on a parlé tout à l'heure des pesticides au Brésil. Donc, si on voulait assainir entièrement les nappes phréatiques en France, donc il s'agit là de coûts externes, si on le calcule par rapport aux hectares, un collègue
avait fait ce calcul et il m'avait dit que cela correspondait à 2500 € par hectare. Donc, si on ajoutait ces prix aux produits vendus en supermarché, plus personne ne pourrait se permettre de les acheter. Donc, l'une des propositions que je souhaite avancer, c'est voilà, de calculer ces coûts véritables. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Et ce qui est clair, c'est que cela, il faut que ça vaille la peine. On peut formuler de nombreuses revendications, mais il faut que l'agroécologie, si on la met en œuvre, qu'elle vaille la peine pour les paysans, pour les États, pour les régions. Et donc, il faut qu'on apporte des preuves que cela vaut la peine de le mettre en place. Donc voilà, il faut véritablement convaincre les États. Il me reste encore 2 diapos, mais je crois que j'ai été trop lente, non ? Donc, peut-être que je peux regarder quelle était ma dernière diapositive. Oui, voilà, donc ça, c'est important. Je souhaitais poser la question à tout le monde. Il nous faut arrêter de prêcher les convertis, cela ne suffit pas. Il faut sortir de l'entre-soi, donc il faut que cela vaille la peine. Et à l'heure actuelle, on voit qu'il y a un fort potentiel et il faut exploiter ce potentiel. Merci beaucoup pour cette présentation sur les différentes approches du BMZ et vos réflexions à cet égard. Je vois que le public a déjà des questions. Nous allons les poser dans un instant. Mais tout d'abord, nous voulions poser une question aux intervenants, puisque vous avez entendu tous les 3 les présentations des 2 autres intervenants. Et j'aimerais demander à Antonio j'aimerais poser à Antonio la question suivante. Donc, tu as parlé de la situation au Brésil qui est très grave. Donc, le système écologique en forêt amazonienne et dans le Cerrado est fortement menacé. Quel est le soutien que tu souhaiterais obtenir de la part de l'Allemagne pour lutter activement contre ces menaces imminentes? Merci beaucoup. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger avec le BMZ sur ces questions et je sais qu'en novembre 2019, 80 millions d'euros ont été versés au gouvernement brésilien pour financer une agriculture durable. À l'époque, je l'avais fortement critiqué car je pense qu'on ne doit pas soutenir un tel gouvernement et donc la situation s'est empirée. En termes de déboisement, les attaques auxquelles sont confrontés les droits humains, notamment les populations minoritaires et les populations défavorisées. Ce que je souhaite, c'est qu'au Brésil, on crée un centre de compétences pour les petits paysans et les petites paysannes qui s'intéressent à l'agroécologie. Je sais qu'on a mis en place des centres, des pôles de savoir en Afrique et je pense qu'ici, en particulier dans le Sud, toutes les conditions sont réunies pour le faire puisque nous avons une université qui est mise en place par les paysans, qui a été souhaité depuis des années par les paysans, par les autochtones et par les sans-terre. Et voilà, je pense qu'un tel centre de savoir, c'est très important. On pourrait apprendre beaucoup. On pourrait ainsi renforcer la coopération sud-sud avec l'Afrique notamment. Et je pense qu'on est capable, grâce à ce savoir, de mettre en place la transition vers l'agroécologie. On voit qu'on dispose ici de la diversité écologique nécessaire et qu'on pourra la renforcer puisqu'il s'agit de faire en sorte que les gens restent dans les campagnes pour qu'ils puissent produire des aliments. Merci beaucoup pour cette proposition très concrète. Marie, à toi. Oui, j'ai une question similaire à t'adresser à toi, Mariam. Nous avons déjà entendu la réponse du docteur Andrioli.
quel est le soutien que tu souhaiterais obtenir au Sénégal pour la protection des ressources naturelles en eau pour les petits paysans sénégalais? Donc, quel pourrait être le soutien que pourrait apporter le ministère allemand BMZ? Merci. Voilà. Merci, merci. Merci Marie de la question. Je commencerai d'abord par saluer certaines organisations allemandes qui nous ont accompagnés depuis des années 96, WFD, Misereor, pour découvrir et expérimenter cette alternative d'agroécologie, parce que ça demande un temps. Et obtenir aujourd'hui une communauté de convaincus, la DITAES. Et aujourd'hui, cette dynamique convaincue dans laquelle nous sommes, nous nous trouvons renforcés encore par de nouveau la coopération allemande autour de cette recherche, autour des connaissances sur l'agroécologie et biologique, et la fondation Heinrich Böll qui aussi nous appuie au niveau de la communication auprès des communautés depuis quelques années. Donc, par rapport à ça, je souhaite que cette coopération puisse continuer. Et comment aider ici au Sénégal, comme aussi les gouvernants nous demandent d'aller à l'échelle pour encore renforcer la crédibilité de l'agroécologie. Donc, c'est aller vers une dimension où nous pouvons avoir des projets de changement à une échelle visible auprès des communautés. Sinon aussi, je crois que je renforce l'idée du premier intervenant, c'est comment arriver effectivement à avoir cette université paysanne où l'agroécologie ou biologique en tant que vision, en tant que projet sociétal pourrait se développer sans pour autant être morcelé au niveau des différents ministères. Donc je crois que ça aussi c'est une préoccupation fondamentale, soit à dimension nationale et pourquoi pas à dimension ouest-africaine. Donc ça serait quand même un appel que je lance autour de la BMZ pour nos partenaires Misereor, WFD, Fondation Heinrich Böll et la GIZ, pour vraiment que cette vision que nous avons réussi avec leur concours puisse encore se développer davantage et répondre aux questionnements de l'État. La seule chose que je vais rajouter ici au Sénégal, notre combat, c'est aussi d'éviter de considérer les producteurs comme une petite minorité. Donc, je refuse quelquefois le concept petit producteur et je préfère parler de l'agriculture paysanne parce que sinon, les gens vont continuer encore à penser que les producteurs ne pourront pas produire suffisamment pour la nation et continueront à faire appel aux multinationales qui vont encore continuer la dégradation des terres. Je vous remercie. Ça, c'est important pour nous. Il faut qu'on arrive à émettre que l'agriculture paysanne, l'agriculture écologique peut nourrir avec des capacités nutritionnelles et durables pour les populations actuelles et futures. Merci Marie. Merci Mariam. Merci pour ces propositions très concrètes adressées à la coopération au développement allemande. Nous observons effectivement que le ministère de la coopération au développement et les organisations exécutives telles que les banques de développement subventionnent non seulement les projets de développement agroécologie, mais également appuient les investissements de l'agriculture industrielle à grande échelle, qui, elle, est à l'origine de violations des droits humains.
Prenons l'exemple de la Zambie, notamment. Quel est l'avis du ministère à ce sujet et quel est l'impact que cela peut avoir sur les débats qui sont menés en interne et sur l'action? Merci, je réponds volontiers aux deux questions. Et je prie les intervenants du Brésil et du Sénégal de me compléter. Je n'ai pas vocation à être porte-parole du ministère à moi seule, ni à faire des miracles. Je répondrai par une question. Pour ce qui est de l'échange de connaissances, j'en prends bonne note. Pour ce qui est du Sénégal, je crois que nous avons un échange de qualité avec Endapronat. Ce concept d'appropriation, il est essentiel à mes yeux. Je pense que vous êtes tous des acteurs énergiques, des acteurs forts de vos propres pays. Et nous apportons notre soutien à des projets qui sont véritablement voulus. Je ne me suis jamais rendue au Brésil. Une question que je vous adresse. Le Brésil est un pays du G20 qui fait l'objet d'une couverture de presse un peu problématique à l'heure actuelle, mais je dois dire que les capacités et les organisations sont si nombreuses et de qualité si excellente que je suis surprise. Je ne refuse pas votre proposition, mais je dis, puisque vous avez manifestement tant de capacités, nous pourrions rêver. Est-ce que vous pourriez commencer par répondre à la question portant sur l'orientation du ministère? Oui, bien sûr, j'y reviendrai dans un instant. Mais je souhaite saisir cette opportunité pour interroger également les autres intervenants. Mariam du Sénégal. Une question que je trouve très intéressante. Comment est-ce que sur place, en Afrique de l'Ouest, cette culture alimentaire, nous pouvons travailler dessus? Car nous savons que c'est un problème de consommation. La consommation alimentaire pose problème dans le sens où les attentes, elle suscite des attentes chez la jeunesse vis-à-vis de l'agriculture. Et on a dit, tant que les jeunes ne s'y intéresseront pas, rien ne changera. Vous êtes membre de l'Union africaine. Est-ce que je pourrais vous demander de répondre à la question, car malheureusement, nous perdons du temps. Nous serions heureux que vous puissiez répondre aux questions que nous vous posons. Oui, très volontiers. Je suis bien sûr préparée à y répondre. J'ai demandé à ma collègue. Je n'espère pas que... J'espère bien que nous ne subventionnons pas, comme vous l'avez dit, les monocultures. J'ai interrogé ma collègue à ce sujet, mais je dois dire que nous avons une approche bien plus différenciée et bien plus compétente. Les points soulevés par M. Andrioli, je vous remercie, sont effectivement connus et sont souvent mentionnés dans les cercles de discussion, notamment le cercle ABZ qui s'est tenu il y a 2 ans. C'est une critique donc dont nous avons connaissance. Nous y travaillons. Donc la Banque de développement et la DEG ne sont pas directement affiliés au ministère, mais nous continuons de travailler dessus. Et je suis convaincue que nous restons en dialogue sur ces points. Concernant le cas concret de la Zambie que vous avez cité, puisque vous l'avez cité, je ne suis malheureusement pas compétente pour y répondre en détail, mais un collègue m'a assuré, puisqu'il y a 2 ans, il a dû être confronté déjà à cette critique qui effectivement a été donc déjà émise il y a 2 ans.
L'État zambien, ce n'est pas une critique publique, a accepté. Et les programmes de déboisement, les programmes de reboisement ont été lancés. Donc, nous avons réagi à cette critique. Nos exigences sont élevées et nous ne nous ménageons pas à la tâche. Et c'est avec plaisir que je vous transmettrai le nom du partenaire compétent en la matière au sein de la DEG. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais que nous répondions à une question du public. Nous avons une question portant sur l'interaction entre la pauvreté et l'orientation de l'agriculture. Donc, de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté et ont tendance à privilégier une agriculture à rendement à court terme. Que faire pour que l'agriculture redevienne attrayante, attractive pour la majeure partie des familles? Alors, je pense à la chaîne d'approvisionnement notamment et aux chaînes de livraison, mais pas uniquement. Excellente question. Monsieur Andréoli, souhaitez-vous y répondre? Je ne répondrai pas à cette question. Si, je vous en prie. C'est bien la dernière question, n'est-ce pas? Je pars du principe que l'agroécologie permet de réduire les coûts d'exploitation. C'est le résultat de mes recherches. C'est très important que les petits paysans se rendent compte qu'ils peuvent dégager un revenu de cette agriculture. La protection de la nature est également de mise, puisque le sol est une ressource importante. Et donc, à long terme, on obtient de meilleurs rendements d'un sol qui a été protégé. Il y a également une meilleure rémunération du travail qui est possible en agroécologie et une optimisation de l'écosystème agricole qui entraîne également une hausse de l'attractivité. Mais pour la phase transitoire, il est nécessaire de disposer de l'appui d'un gouvernement, car dans cette phase transitoire, les coûts augmentent et les rendements sont plus faibles que ceux des années précédentes. C'est la raison pour laquelle les gouvernements doivent également appuyer, soutenir les petits paysans qui se réorientent. Cela signifie que l'on a moins d'intrants, moins d'externalités que l'on peut déjà décompter, une eau de meilleure qualité, moins de problèmes de santé qui entraîneraient des dépenses étatiques, notamment en matière de médicaments. Médicaments qui, chose étonnante, sont produits par les mêmes groupes multinationaux que ceux qui produisent les pesticides. Et enfin, cela entraîne de dommages environnementaux moindres. Et comme je l'ai dit, il est nécessaire de générer davantage de savoir. Autrement dit, les savoirs, les connaissances des communautés sont essentielles et doivent être reconnus. Ce sont des savoirs millénaires qui, selon moi, sont la voie vers une meilleure qualité de vie et l'ouverture de davantage de perspectives d'avenir pour les petites communautés paysannes. Les méthodes agroécologiques seules ne sauraient être en mesure de l'emporter sur l'agriculture industrielle. Oui, merci beaucoup pour ces propos très clairs et d'avoir dit clairement que les gouvernements ont ici un rôle essentiel à jouer pour fixer les orientations. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre atelier qui est fixé à 17 h. Car notre intervenante a un autre rendez-vous par la suite. Marie, nous avions réfléchi à une question à adresser à nos 3 intervenants. Oui, pour conclure notre débat actuel, nous aimerions savoir comment est-ce qu'en une phrase, vous résumeriez la mesure la plus importante
pour assurer un approvisionnement en eau sûr pour les populations rurales à l'avenir? Commençons par Mariam. Merci Marie de cette question. Donc, je crois que la priorité pour régler ce problème d'approvisionnement de l'eau, elle est liée à la dernière question que le premier intervenant a dit. C'est arriver justement à comprendre que l'eau est le support de tout. Et pour cela, il faut arriver à tenir compte effectivement de cette vision agroécologique qui est fondamentale, de la nécessité de la maîtrise de l'eau pour faire de l'agriculture un métier en permettant aux jeunes d'accéder à la terre, mais en même temps accéder à l'eau qui est fondamentale et à travailler aussi pour que ces jeunes arrivent à occuper le métier de l'agriculture paysanne globalement et ne pas continuer à laisser les multinationales pour assurer notre sécurité alimentaire. C'est pas ça, non, je refuse. Il faut qu'on ait une politique où c'est les jeunes qui partent dans les pirogues, qui exploitent cette ressource en eau avec des visions très claires en termes de financement, de connaissances, de transformation de la production, de conservation et aller vers des marchés nationaux, sous-régionaux et des marchés équitables avec l'international. Donc, c'est à ce niveau-là que nous pouvons sécuriser cette eau dont l'exploitation aujourd'hui entraîne une mauvaise santé humaine, la santé animale et la santé environnementale avec la disparition de la biodiversité. Et c'est le temps quand même de demander pardon à cette planète et remettre ces ressources-là en place. Merci Marie. Merci beaucoup, Mariam, de rappeler l'importance du concept de l'agroécologie et notamment à la question de la gouvernance participative des ressources dont nous disposons sur la planète. Monsieur le professeur Andrioli, d'après vous, en une phrase, quelle serait la première mesure à prendre? Il nous faut mener la transition agricole. On ne peut pas se contenter d'une solution locale. Nous avons besoin de solutions véritablement adaptées aux besoins des populations pour protéger les sols. Merci beaucoup. Maria Tekulve, d'après vous, quelle serait la mesure prioritaire à prendre pour assurer l'approvisionnement en eau à l'avenir? Oui, alors une gouvernance équitable dans les campagnes et concernant l'eau et une transformation des systèmes mondiaux d'alimentation, donc comme cela a été décrit, et ce, dans le respect des limites de la planète. Merci beaucoup. Voilà pour ces propos très clairs en conclusion. Donc voilà, il s'agit là d'appel aux représentants politiques et à la société civile. Donc il nous faut mobiliser nos forces et comprendre que voilà, l'eau est la base de tout, si je peux me permettre de citer Mariam Sow. Et donc voilà, il nous faut nous mobiliser pour mettre un terme à cette catastrophe imminente. Donc merci beaucoup à nos trois intervenants pour vos présentations. Merci d'avoir partagé vos expériences et votre expertise avec nous concernant ces sujets. Merci à tous les participants et à toutes les participantes. Je suis désolée qu'on n'ait pas eu beaucoup de temps pour répondre à vos questions. Je souhaite également
remercier les personnes qui ont soutenu financièrement cette organisation, donc Engagement Global, le Bureau de Berlin pour le développement rural, Mesereor, l'Alliance de la gestion publique de l'eau, le Weltfriedendienst, sans qui cette manifestation n'aurait pas eu lieu. Je souhaite également vous inviter à participer aux autres événements de cette série. Donc, le prochain atelier aura lieu le 2 mars de 14h à 15h30. Nous parlerons du sujet suivant, des inondations au stress hydrique, l'eau dans les villes à l'époque du changement climatique. Donc, inscrivez-vous pour cet événement sur le site internet du Forum Environnement et Développement. Vous y trouverez la présentation de cet événement ainsi que le lien pour y participer. Vous trouverez également ce lien dans le chat. Donc, pour terminer, je souhaite remercier nos intervenants et en particulier à Mariam So et à Antonio Andrioli qui nous ont rejoints du Brésil et du Sénégal. Et bien évidemment, merci à vous également, Maria Tekulve, d'avoir pris le temps d'être avec nous ici aujourd'hui. Je vous dis au revoir. J'espère qu'on se reverra lors de notre prochain événement en mars et je vous souhaite une bonne soirée.